Bonsoir, merci d'être venus aussi nombreux pour la projection de ce soir. Je suis la responsable de l'association DLP 15, Démocratie locale participative du 15e, qui organise donc ces projections. Mais le porteur de projet est Maurice Tinchamp qui prendra la parole. Je voudrais juste partager avec vous quelques informations. Vous savez que la prochaine séance sera le 15 décembre, avec le baiser de Tosca dont l'affiche est apposée en rentrant. Nous avons beaucoup de projets qui sont en cours de route, et notamment pour le 16 mercredi, dans l'après-midi, si vous pouvez dès maintenant, réserver votre après-midi, surtout avec vos enfants ou petits-enfants, parce que ça va être la grande journée des enfants, où il y aura plein de surprises. Et comme son nom l'indique, je ne pourrai pas parler plus. Et courant le début de l'année prochaine, nous allons organiser 2 tables rondes intitulées « Prenez la parole avec DLP 15 ». Nous allons avoir des personnalités de la République, et comme c'est en voie de négociation et de finalisation, vous aurez aussi les informations sur notre site. Et je me permets aussi de saluer la présence de la conseillère d'arrondissement Isabelle Lesens, qui est donc responsable des circulations actives, et aussi Monsieur Thiago Trovati, qui vient du prestigieux laboratoire donc, du professeur Olivier Hermine, qui a la gentillesse d'être parmi nous pour pouvoir débattre après sur le sujet avec vous, puisque le laboratoire en question fait des recherches sur les maladies de cerveau. Merci encore de votre présence. Et voilà. Thérèse, veux-tu te joindre à moi? Oui, j'y suis arrivée, ça y est. Bravo. C'est un exploit, celui-là. Bon, donc ce soir, nous voyons le film qui a obtenu la Palme d'Or à Cannes, le film d'Anneke. Donc je vous souhaite une bonne projection, et puis je voudrais que Thérèse nous parle du film. C'est un film magnifique. C'est un cantique d'amour de gens qui ont vécu probablement 50 ou 60 ans ensemble. Et moi, ça m'atteint profondément parce que mes parents ont vécu amoureux 73 ans. Ils ont eu un amour de 73 ans. Et donc ce film m'a rappelé cette tendresse que vous allez voir. Ce film m'interroge, et je suis très contente de venir vous interroger, sur les oiseaux à la fin. J'ai donné un sens, moi, parce que j'ai des origines religieuses, mais il y a peut-être un autre symbolisme que je n'ai pas saisi. Aussi, j'espère sur vous pour me coucher moins bête ce soir. Bonsoir, mesdames, messieurs. Peut-être je vais me présenter d'abord. Donc, je suis Thiago Trovati, chargé de recherche à l'Institut national de santé et recherche médicale, l'INSERM. Je travaille dans le laboratoire du professeur Olivier Hermine. C'est le chef de l'hématologie de l'hôpital Necker. Et notre laboratoire, il se situe dans les nouveaux bâtiments, qui peut-être vous avez déjà eu la possibilité de voir soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. C'est l'Institut Imagine, qui se situe au 24 boulevard Montparnasse. C'est un institut qui est dédié à la recherche et les soins de maladies génétiques. Donc, c'est un hôpital pédiatrique qui a pour les buts soigner les enfants qui sont atteints de maladies génétiques, mais pas que les enfants, parce que tous les laboratoires de recherche, en fait, ils sont on fait la recherche sur toutes les maladies génétiques, que ce soit de l'enfant, que ce soit de l'adulte. Et on essaie en fait de comprendre comment jusqu'un changement de génome peut entraîner de différentes maladies. Et on essaie de comprendre pour après pouvoir soigner. Oui, je voulais savoir que vous développiez un petit peu le lien entre l'hématologie et les maladies génétiques et la pathologie d'Emmanuel Riva
du personnage qu'elle incarne dans le film. Donc la personnage, en fait, elle a eu un AVC, un accident vasculaire cérébral, qui entraîne, en fait, notre cerveau, il a besoin d'un transport continu d'oxygène. Donc c'est l'organe qui a plus besoin d'oxygène de notre corps. Et parfois, quand on a une petite artère qui bloque le passage de sang, donc ça impossibilite en fait que l'oxygène arrive dans certaines régions du cerveau. Donc nous ne savons pas encore si cette maladie en fait elle est due à des modifications du génome, si c'est une maladie génétique. Les causes en fait de cette maladie elles sont diverses. C'est soit l'environnement, ça peut être aussi la génétique, les niveaux de cholestérol du patient, mais on ne connaît pas tout à fait encore les principaux motifs en fait qui entraînent cette maladie. Et c'est une maladie qu'une fois qu'une partie de notre cerveau il n'a pas eu l'oxygène, c'est un organe qui est très sensible et quelques minutes sans oxygène, ça peut entraîner la perte de plusieurs types de fonctions. Donc on ne sait pas encore faire les liens entre la maladie génétique et l'AVC. Je voulais vous poser une petite question par rapport à de la recherche et des choses que j'ai lues, puisque nous sommes concernés, mon mari a fait un AVC il y a 6 mois. Et j'ai vu et j'ai lu que, notamment au Canada, mais des travaux sont en train d'arriver en France, où il y a une espèce de stimulation du côté opposé à la lésion, de façon à stimuler l'hémisphère qui va bien, pour que se réveillent les cognitions. Et je voulais savoir si vous avez connaissance, parce que je suis allée à la Salpêtrière pour avoir des infos il y a une petite semaine. C'est notre actualité là immédiate. Et donc je voulais savoir si vous connaissez ces recherches. C'est une nouvelle partie qui essaye de, au lieu d'empêcher ou sinon soigner la lésion qui est déjà établie, c'est en fait d'essayer de faire que l'autre côté de notre cerveau puisse en fait prendre en charge toutes ces fonctions. Maintenant, le cerveau, c'est un organe qui est très... on appelle ça dans le milieu scientifique, c'est un organe qui a une plasticité phénoménale. En fait, il est très dynamique. Donc, on peut essayer de faire que notre partie de notre cerveau apprenne des fonctions qu'il n'était pas censé le faire. Donc, on ne connaît pas encore comment le faire complètement. Il y en a des laboratoires de recherche qui essaient de faire ça par stimulation électrique ou sinon faire des analyses avec les contrastes pour savoir quelles sont les régions qui sont plus ou moins activées quand on fait une activité ou quand même on lit un livre, on regarde un film, comment ça peut être modulé. Donc, il y en a 2 recherches comme ça dans le monde, mais je pense qu'on est encore un peu loin d'arriver à modifier tout ça chez les patients. C'est le genre de film qui vous laisse assez muet. Il est évident qu'il y a du médical, mais c'est pas ça qui est... Enfin, c'est pas ça, moi, qui m'a suscité, parce que c'est pas du tout ma partie, mais l'amour de cet homme pour cette femme, avec tout ce que ça implique, d'agacement également... Je ne me souvenais pas de cet événement capital de l'euthanasie de la faim. C'est très curieux. Et là, effectivement, d'un seul coup, ça m'est revenu. Et les oiseaux, j'en voyais beaucoup. Finalement, il n'y en avait qu'1 ou 2. Je n'ai pas encore tout à fait compris. Est-ce que c'était l'oiseau de la paix, le symbolisme d'un messager qui venait, point d'interrogation peut-être. La faim est tout à fait ésotérique. Pourquoi sont-ils repartis en bon état quand ils étaient beaucoup plus jeunes? L'arrivée de la fille qui voit son problème réglé. C'est très, très intéressant, le rapport aux enfants. Et c'est éclairant sur la conduite à mener, même avec des bons enfants. Ce film m'émeut parce que je viens d'apprendre il y a 8 jours que j'ai un cancer de l'œsophage, que mes jours n'iront pas très loin. Donc, aborder la mort
quand on est encore en bon état mental, c'est quand même une émotion, quitter tout ce que j'aime. Ce film, qu'y a-t-il à en dire, sinon qu'il est magnifique. Il donne à penser sur ce qu'est un vieux ménage qui s'est aimé. Il donne à penser aussi sur le monde culturel dans lequel ils vivent. Ça me frappe parce que vous savez que depuis très très longtemps, je suis dans le monde de la vieillesse, puisque avec des copines, on a construit une maison de Baba Yaga autogérée et citoyenne. Et je suis absolument étonnée. J'aimerais bien qu'il y ait des enquêtes sociologiques. Je milite, moi, depuis 60 ans sur l'injustice du monde. Il y a beaucoup à faire. Et mon voyage a été magnifique, mais refaire le monde n'a pas été tout à fait facile. Je pense que nous n'avons pas réussi. Mais je suis étonnée de la bonne santé des vieux militants qui continuent, clopin-clopant, à faire des choses, à faire du bénévolat. Et j'aimerais qu'il y ait une étude sur ces gens qui, toute leur vie, ont été dans la lutte, la rébellion et l'espérance d'un monde meilleur. C'est peut-être pas dans les cordes sociologiques, parce que je rajoute beaucoup de choses qui sont pas tout à fait mesurables, mais c'est peut-être à faire. Parce que je fréquente énormément depuis le monde grabataire et les maladies dégénérescentes que je vois dans les maisons où je passe. Et je vois toutes les gammes de vieux, depuis les gens triomphants avec ce qui leur reste. Et j'ai beaucoup d'interrogations sur justement le sens de la citoyenneté. Parce que ce qui m'énerve, voyez-vous, l'année prochaine, je vais avoir mes 40 ans de retraite, c'est-à-dire que j'aurai été dans le temps choisi aussi longtemps que dans le temps contraint. Ce qui est tout à fait nouveau avec l'allongement de la vie. Ça m'énerve un peu de voir les pouvoirs publics, la silver economy, ça ne demande qu'à avoir des gens dépendants, parce qu'on peut leur vendre n'importe quoi. Mais j'aimerais bien qu'on fasse des mesures et des études sur ce qu'est la vie citoyenne durant toute la vie. Je suis désespérée de voir que la démocratie en ce moment est dans un état lamentable, parce que finalement, on ne vote plus, ça passe encore, mais on ne se préoccupe pas de c'est quoi faire vivre une démocratie quand on est citoyen d'une démocratie. On a cette chance-là. Et quand je vois l'indifférence des gens de consommation, j'avoue que aussi bien la laïcité qui est assez en loc et la démocratie de même, pourquoi tous ces gens qui sont disponibles dans une liberté du temps choisi, ne travaillent pas plus à l'avènement d'une véritable démocratie et d'une véritable justice. Je n'en verrai pas probablement la continuité ou même le début de cette espérance, mais oui, j'ai bien vécu, j'ai bien milité, j'ai bien aimé, je peux mourir. Vous avez évoqué quelque chose, moi, qui m'a marqué dans un autre domaine, c'est la compensation d'un organe dans l'évolution du fait de la souplesse de l'être humain. Moi, je l'ai vécu, j'ai connu quelqu'un où le docteur, quand il a diagnostiqué le mal, a conclu « Oh putain, que la nature est bien faite ». Je voudrais savoir si dans le domaine de la recherche, c'est uniquement les médicaments, ou est-ce que c'est cette souplesse que vous essayez de réintroduire, de multiplier, de favoriser? Comme un peu l'écologie, on essaie de soigner différemment qu'avec des produits chimiques. Ouais. Voilà. En fait, les corps humains, c'est une machine incroyable. On a, même avec des années de recherche, nous sommes complètement loin de tout savoir. Parce que le corps humain, il est capable de... on pourrait dire qu'il est capable de auto-régénérer quelques organes. Par exemple, si on voit un patient qui a un infarctus de myocarde,
Donc une bonne partie de ce corps qui ne fonctionne plus, mais il continue à fonctionner. Donc l'autre partie qui reste, qui est fonctionnelle, elle prend le relais. Donc notre corps, c'est un muscle. Donc il essaye de faire que la machine, elle ne s'arrêtera pas. Donc ça, c'est une chose qui, dans le domaine de la recherche, bien sûr, il y a une bonne partie qui envisage le développement de médicaments, et ça se fait en collaboration avec l'industrie pharmaceutique. Mais je peux garantir qu'il y a une énorme partie en fait, de la recherche, surtout la recherche publique, qui essaye de comprendre comment notre corps il fonctionne. Et surtout depuis quelques années que nous avons eu des connaissances, par exemple, des phénomènes des cellules souches, on peut arriver à essayer de régénérer un organe qui ne marche plus avec ce qu'on a déjà dans notre corps. Donc essayer de faire que les systèmes ils continuent toujours en marche. Donc ça, c'est un domaine de recherche qui est très développé là pour le moment. Et je ne peux pas garantir qu'un jour on aura un monde libre de médicaments, de la chimie, mais que peut-être un jour on aura un monde où on saura au moins comment faire que notre propre corps puisse lutter contre notre maladie en fait. Donc ça sont des recherches qui sont menées. Dans notre laboratoire, nous avons quelques recherches qui sont menées avec les cellules souches pour savoir, surtout sur les domaines de l'hématologie, parce que l'hématologie, en fait, c'est la partie de la médecine qui regarde comment les cellules de notre sang sont faites. Donc on sait bien qu'à chaque jour, nous avons des milliards et des milliards de nouvelles cellules qui sont faites, qui sont les globules rouges, qui sont ces cellules qui vont transporter l'oxygène dans notre corps. Et c'est impressionnant de savoir que nous sommes capables de produire autant de cellules dans une seule journée. Et si ces systèmes-là, si ces systèmes ne marchent pas, la vie, elle s'arrête. Donc notre propre corps, en fait, il est capable de s'y auto-réguler parfois, de trouver un moyen dans un équilibre. S'il y a une partie qui ne marche pas, nous sommes capables, en fait, de la réparer. Et on ne se rend pas compte de ça. Donc ça arrive dans notre corps tous les jours. Tous les jours dans notre corps, nous avons des cellules qui sont en train de se diviser. Et juste l'effet de faire une division, une cellule elle peut avoir une petite mutation. Et cette petite mutation, elle peut entraîner le développement d'un cancer, par exemple. Mais notre propre corps, il est capable aussi de vérifier que cette cellule-là, elle n'était pas bien faite. Donc, j'essaye de l'écarter de notre communauté. Comme ça, on n'aura pas un problème dans le futur. Donc, à chaque jour, ça arrive dans notre corps. Il faut juste qu'on sache comment ça peut arriver et est-ce qu'on peut activer ce système-là une fois qu'on aura une maladie que nous avons besoin, mais notre corps, il n'est pas capable de le faire lui-même. Donc, on essaye. Nous sommes là sur les chemins, mais c'est encore loin. Est-ce que justement la recherche accepte la mort? Parce que tout ce que vous dites arrive à nier la mort. Oui. On essaye dans la recherche, en fait, on essaye de toujours empêcher la mort. C'est le but de maintenir, en fait, l'être vivant vivant. Mais, en fait, après, si on regarde bien à la partie fondamentale de notre corps, une cellule, on a des cellules qui sont mortes tous les jours. Tous les jours, nous avons de cellules mortes. Et la morte, en fait, nous avons besoin de cette morte pour que l'organisme se stabilise. Accepter après la mort de l'individu, c'est pas un échec. Mais dans la recherche, nous sommes là tous les jours, comme les médecins sont à l'hôpital,
pour essayer de l'empêcher, ou sinon la décaler au plus loin possible. Pour reparler de la fin du film, pour moi, il est absolument clair que c'est un suicide. C'est le couple qui reparaît à la fin est mythique. La femme est déjà morte, elle est déjà étranglée, étouffée, et c'est l'homme qui se suicide et il est emmené par sa femme vers sa propre mort. Voilà mon interprétation. Et au passage, il a tué l'oiseau parce que c'était le symbole d'étouffer sa femme, étouffer l'oiseau que la première fois il avait fait revoler. Mais ce film est absolument... C'est une euthanasie qui est suivie d'un suicide. Voilà mon interprétation. Je pense que vous avez raison. Mais quand même, je pense comme Madame Claire aussi, c'est exprimé de façon assez exotérique. Mais quand il rentre dans l'appartement, qu'il voit sa femme étalée sur le sol, la fenêtre ouverte, je pense qu'il a aussi compris qu'elle a voulu aussi sauter par la fenêtre. Elle en a marre, elle souffre, et cette fenêtre, elle s'envolait. Mais il y a une semaine, ils ont annoncé un bébé de 1 an anglais par la méthode apparemment d'un start-up français, Genetic Editing. Ils ont réussi à obtenir une rémission. Apparemment, c'était arrivé au mois d'août, mais ils ont annoncé il y a 1 semaine. Donc évidemment, il y a beaucoup de choses possibles, mais pour le moment, pour les maladies dégénératives, sauf les cellules souches, il n'y a pas grand-chose d'autre apparemment. Donc c'était très intéressant en fait le travail qui était montré par ces groupes anglais, parce que normalement surtout sous les leucémies, une façon d'essayer de la guérir, parce que les problèmes de cancer de sang, je donne l'exemple de la leucémie, c'est que nous avons les cellules de la moelle osseuse. Notre moelle osseuse, c'est le centre qui fait les cellules de sang. Donc, les cellules qui sont là dans la moelle osseuse, elles ont un problème. Et ces cellules-là, elles perdent complètement le contrôle de production de cellules de défense. Donc, une façon d'essayer de guérir cette maladie, c'est de faire une transplantation de moelle. Donc, prendre la moelle d'un individu qui est sain et la remettre dans un individu qui est malade. Ça peut entraîner des problèmes qui sont liés à la transplantation aussi, parce que cet individu-là, maintenant, il va avoir un système immunitaire qui n'est pas celui de lui-même. Donc, peut-être le système immunitaire qu'il va avoir maintenant va voir lui aussi comme un ennemi. Donc ça peut arriver, et c'est un effet secondaire qui est très lourd sur la transplantation de la moelle osseuse. Donc, ce que ces groupes anglais ont fait, en fait, c'est d'essayer de prendre la cellule de ses propres patients, dans les laboratoires, la modifier, en fait, pour la rendre normale. Et une fois qu'ils ont bien vérifié que ces cellules elles sont retournées à son état normal, ils ont remis ces cellules dans les patients. Donc ça, c'est un champ qui a un plan de développement, c'est les champs de la thérapie génique. C'est essayer de réparer les problèmes à la source dans les cellules de propres patients et faire que ça, et après remettre ces cellules pour que les mécanismes puissent repartir dans un bon état. Je voudrais savoir s'il y a des travaux qui ont été menés et si c'est vrai que le stress génère des productions d'hormones qui interviennent, alors je dis ça peut-être très mal, par exemple dans l'athérosclérose. Est-ce que c'est vrai et est-ce que ce sont des lieux communs de dire que quand il n'y a pas d'étiologie ou quand on ne sait pas l'origine des maladies, on dit ça, mais est-ce que ça correspond à une réalité ? Oui, ça correspond à une réalité. Je me rappelle bien de lire en fait un travail qui était fait par je pense que c'était un laboratoire américain, qui a démontré en fait, pas chez les patients, mais sur des modèles animaux, que quand l'animal il est soumis à un stress, d'autres parties de son corps peuvent ressentir ce stress. Donc il y en a des hormones qui sont produites. Par exemple, il y a des hormones qui sont produites par la moelle osseuse, il y a des hormones qui sont produites par les reins aussi, qui peuvent entrer dans la circulation. Ils peuvent entraîner en fait
soit déclencher, par exemple, un AVC si la personne a déjà un certain blocage. Donc elle a une plaque athérosclérose au niveau des artères qui vont au cerveau. Avec cette stress et cette libération des hormones, ça peut déclencher un problème. Donc, ce sont des travaux qui ont été menés surtout du point de vue expérimental. Ce sont des animaux en fait qui ont été étudiés sur l'homme. On ne connaît pas trop encore quels sont les effets du stress sur des maladies, surtout des maladies cardiovasculaires. Mais il y en a des essais cliniques qui démontrent que oui, si on a subi des stress d'une façon quotidienne, on peut être plus on peut être atteint plus de maladies cardiovasculaires que si on n'a pas ce type de stress. Merci.